Merci, bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, on a à peu près 1 heure pour, discuter autour des dauphins. Donc je vais vous présenter un peu ce qu'est l'animal, comment il vit dans cet environnement, l'océan et il y aura un temps de questions, alors surtout n'hésitez pas. Tout d'abord, il faut bien comprendre que, déjà l'océan, c'est pas du tout le monde du silence, hein, on est bien d'accord, hein? Si on met un micro ou un hydrophone, en l'occurrence dans l'eau, on s'aperçoit qu'il y a des sons variés. Il y a des courants, il y a des salinités, il y a des températures différentes, il y a des topographies différentes. Donc, c'est vraiment un univers qui est très diversifié, très varié, dans lequel habitent des dauphins. Et la première question qu'on peut se poser, c'est qui sont ces dauphins? Donc déjà, en général, on parle des dauphins, mais d'accord. Il faut savoir que il y a à peu près 80 espèces de cétacés. Donc les cétacés, ce sont, les, baleines avec des fanons ou, les dauphins avec des dents et dans la famille, rien que dans la famille des delphinidés, il y a une trentaine d'espèces. C'est vrai que le plus célèbre d'entre eux, c'est le grand dauphin. Ce sont ces dauphins qu'on voit, en delphinarium ou en parc zoologique et puis il y a d'autres delphinidés qui sont célèbres. Je pense que vous avez entendu parler des orques qui sont, ces gros prédateurs, des mers. Donc effectivement, il y a des espèces un peu comme ça emblématiques. Il y a le narwal aussi, qui est cette licorne des mers. Donc on a il faut juste avec cette diapo, vous voyez qu'il y a des formes différentes, des tailles différentes. Ils vont vivre dans des écologies différentes, dans des eaux, froides, tempérées, des eaux chaudes. Ce sont des mammifères, donc les femelles vont, porter leur bébé à environ une douzaine de mois pour, les grands dauphins et au terme de cette gestation, elles vont allaiter leur bébé, pendant 4, parfois presque 1 an et puis il faut savoir que chez les dauphins, il y a aussi des tanguis. Donc il y a des dauphins qui vont rester auprès de leur mère jusqu'à 3 ou 5 ans et aussi ce qu'il y a de particulier, c'est que la maturité sexuelle chez les dauphins, elle va pas subvenir au même moment pour les femelles et les mâles. Les femelles vont devenir, sexuellement matures un peu plus tôt que, pour les mâles. C'est chez les espèces-là, on va trouver ce qui ressemble aussi à une ménopause. Donc on a, des femelles qui, ne sont plus en âge de se reproduire, mais qui vont rester, qui vont vivre quand même dans ces sociétés, communes et leur durée de vie, de manière générale, c'est entre 30 ou 40 ans, donc une longue, espérance de vie. Hop. Quand on veut comprendre comment les dauphins comprennent le monde ou vivent dans l'océan, il y a un passage obligé qui est de comprendre quels sont leurs appareillages sensorimoteurs. Donc, nous, on est des êtres extrêmement visuels. On utilise beaucoup la vision pour prendre des informations sur le monde qui nous environne. Les dauphins, c'est la même chose. Ils voient relativement bien. Ils voient très très bien dans les gris et les bleutés. Ah, je vous reconnais. Dans les gris et les bleutés, ils voient beaucoup moins bien dans les couleurs. Ce qui est assez logique parce que je ne sais pas si vous avez, nagé en mer, plus vous descendez et puis, les couleurs vont disparaître. Donc, les dauphins sont des spécialistes dans, la discrimination des gris bleutés. Ils sont aussi, extrêmement sensibles au toucher, et il y a des régions de leur corps, pour lesquelles il y a une sensibilité plus forte, notamment autour de la tête, sur les pectorales. Donc ce sont des animaux extrêmement tactiles entre eux. Pendant très longtemps, on a dit: «Ces animaux sont incapables, de sentir, ils ont pas d'odorat». Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des bulbes olfactifs, chez, le fœtus. Donc il n'est pas capable de sentir comme nous réellement, mais il va être capable de, déceler des, substances chimiques dans son environnement en goûtant le milieu. Donc on appelle ça la chémoréception et littéralement, le dauphin va goûter l'eau, va goûter, du coup, ce qui, se trouve dans cette eau-là. Je vais vous donner un exemple. Il y a un banc de poissons énorme qui circule, dans l'océan. Les dauphins vont être capables de déceler les excréments des poissons. Donc en goûtant l'eau, ils sont capables de trouver les déjections des poissons et donc de se dire: «Bah, sûrement il y a des poissons, pas très, très loin».
Ils sont aussi capables de goûter les urines de leurs congénères, donc c'est pas très ragoûtant, hein, mais en faisant ça, les mâles sont, capables de dire dans quelle période du cycle la femelle se trouve, donc est-ce qu'elle est en phase de reproduction ou pas. Donc c'est un sens qui est, très développé, qui a une fonction bien, précise chez les mammifères marins. Pas chez les dauphins, mais chez, par exemple, les baleines, il y a un autre sens qui est prédominant, c'est le sens électromagnétique qui expliquerait notamment la migration des baleines. Elles s'orienteraient par rapport au nord magnétique et donc elles traceraient leur route, grâce à ce sens particulier. Donc un monde sensoriel très, très riche, mais qui est quand même différent du nôtre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les dauphins, ce sont des spécialistes en traitement de l'information sonore. Ils sont des experts en traitement de cette information. Certes, ils ont perdu le pavillon externe, mais ils ont, là je l'ai figuré avec une grosse flèche, derrière l'œil, il y a un tout petit trou qui a la taille d'une tête d'aiguille, qui est l'orifice par lequel le conduit auditif des bouches. La particularité des dauphins, c'est qu'ils vont pas écouter les sons avec ce conduit auditif, ils vont l'écouter avec la mâchoire. Hop. La mâchoire, dans les 2 extrémités de la mâchoire, inférieure, il y a un tissu qui est particulier, qui ressemble un peu à une éponge et ce tissu-là va recevoir les vibrations et le dauphin va être capable, du coup, de localiser les proies en jouant avec, ces 2 parties, de la mâchoire inférieure. Il va produire des sons. Ces sons sont produits au niveau des lèvres phoniques. Il a 2 paires de lèvres phoniques. Donc, le dauphin, quand il vocalise, il ouvre pas la gueule. Il va juste faire vibrer les lèvres phoniques. Je vous ai dit, il a 2 paires de lèvres phoniques. Donc, il est capable de produire 2 types de sons différents en même temps. Il est capable de siffler et de faire des clics. Donc, quand vous nagez avec un groupe de dauphins, vous entendez plein de vocalisations. Tous, ils ont la gueule fermée. Et pourtant, ça vocalise à plein tube. Et ils ont en particulier une production sonore qui a pour fonction de leur permettre de se repérer dans leur environnement, qu'on appelle l'écolocalisation. Ils vont faire des clics, ces clics vont se diffuser dans l'environnement et ils vont revenir par écho à la mâchoire inférieure. Et c'est de cette manière-là que le dauphin va prendre des informations sur l'environnement, qu'il a autour de lui. Il faut savoir que les vibrations, le son va très, très vite dans l'eau, il va beaucoup plus vite, 5 fois plus vite que dans l'air. Donc en produisant ce type de vocalisation, il arrive à, se faire entendre, de beaucoup de congénères et à prendre beaucoup d'informations sur l'environnement qui l'entoure. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est: il se nourrit de quoi? Est-ce qu'il a des techniques de chasse particulières? Il faut savoir que les grands dauphins, ce sont des opportunistes, ils vont snacker tout au long de la journée. C'est-à-dire, tant qu'il a des ressources alimentaires, il va se nourrir. Donc, il peut se nourrir aussi bien le matin, dans l'après-midi que le soir. Il a un régime alimentaire qui est extrêmement varié. Il va manger des poissons, des mollusques, des crustacés et il va chasser soit seul, soit il va faire ce qu'on appelle des chasses coopératives. Donc, il va recruter des partenaires qui vont l'aider à chasser des bancs de poissons. Et puis, on a aussi, de par le monde, la mise en place de ce qu'on appelle des petites traditions. Donc, des communautés de dauphins ont développé des comportements de chasse à des endroits particuliers. Alors, c'est là où on va voir si ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez baisser le son? Donc là, on est, à côté des côtes américaines, au niveau de la Floride et en Caroline du Nord. Donc là, ce sont des grands dauphins et ils ont mis en place une technique de chasse qui est particulière à ce lieu. Donc déjà, on voit qu'il y a plusieurs dauphins, donc ce sont ce qu'on appelle ces chasses coopératives. Et ce qu'il va faire, il va, créer, des, par battement de la caudale, il va soulever la boue du sol et il va encercler les bancs de poissons en faisant des cercles concentriques. Donc au fur et à mesure, voilà, il va encercler le banc de poissons.
Le banc de poisson, parce que la boue va, créer une certaine turbidité dans l'eau, ça va asphyxier les poissons. Donc les poissons, quand ils sont asphyxiés, la première chose qu'ils vont faire, c'est sortir hors de l'eau, ils vont jaillir hors de l'eau. Donc les dauphins, ils ont juste à ouvrir la gueule et carrément et littéralement à se nourrir de poissons qui tombent du ciel. Et donc là, ils vont s'y mettre à plusieurs. Là, c'est à vitesse, normale et vous voyez les poissons, voilà, hop, ils ont juste à se ouvrir la gueule. Ces techniques de chasse, elles sont extrêmement performantes et elles sont très, très efficaces. Maintenant, il faut savoir que le milieu marin, il est de plus en plus anthropisé. Nous, humains, y menons des activités diverses et variées, et notamment des activités de pêche. Et les dauphins, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient aussi utiliser nos outils de pêche. Ils sont pas stupides, ils se sont dit, bah, il y a un moyen efficace de trouver des poissons, c'est dans les filets de pêche. Et là, malheureusement, ça peut être aussi fatal pour les dauphins. Donc normalement, il y a une vidéo, voilà. Donc ça, ce sont des pêches artisanales qui ont lieu un peu partout dans le monde. Et les dauphins, ils ont compris qu'il fallait suivre les bateaux de pêcheurs, attendre qu'ils posent les filets au fond. Et on voit, donc il y a un appât qui est posé. Et ils vont attendre que les poissons arrivent, soient pris dans les filets, et ils vont se nourrir à partir de là. Et vous voyez bien que ça peut être très dangereux pour les animaux, s'il faut quand même maîtriser cette technique-là. Donc il y a une adaptation plus ou moins bénéfique aux animaux dans ces techniques de pêche. Ce sont des animaux qui vivent en société, ils vont mettre en place des règles de vie en société. Alors on a pour habitude de dire que ces animaux vivent dans ce qu'on appelle des sociétés fusion-fission. Je vais vous expliquer ce que c'est. Dans ces sociétés fusion-fission, il n'y a pas de dominant, il n'y a pas un chef, et après il y a les subordonnés. Il n'y a pas un chef de harem non plus. En fait, ils vivent dans une société qui est hyper démocratique parce que c'est l'animal qui aura le plus d'expérience qui va prendre le leadership à un moment donné. Et dans cette société, l'animal qui va prendre le leadership, l'animal qui a le plus d'expérience, ça peut être aussi bien un mâle qu'une femelle. Donc c'est en cela que la société des dauphins, je la trouve hyper moderne. Mais il y a quand même une distinction entre les mâles et les femelles. Les mâles, ils vont s'organiser dès le plus jeune âge. Ils vont trouver un copain et ce copain, ils vont le garder à vie. Donc on a des formations de duos de mâles qui se rencontrent dès l'enfance ou dès l'adolescence et qui va perdurer toute la vie. Donc on a des duos comme ça de mâles qui gravitent dans les sociétés animales. Les femelles, c'est totalement différent. Les femelles, ce sont des opportunistes sociales. Elles, en fonction de ce qui les arrange, elles vont se retrouver des copines. Donc, elles sont gestantes, elles restent avec les femelles gestantes. Elles doivent allaiter leurs petits, elles se retrouvent avec des femelles qui allaitent leurs petits. Elles perdent leur petit grandit, elles se retrouvent célibataires, seules. Elles repartent avec le groupe des femelles célibataires et seules. De ce fait, l'organisation sociale des femelles les rend extrêmement flexibles, extrêmement plastiques au changement de la société. Contrairement aux mâles, parce que s'ils perdent leurs copains, ils se retrouvent tout seuls. Et parfois, dans les groupes de dauphins, on se retrouve avec un mâle tout seul, âgé, qui a perdu son copain et qui erre un peu comme ça autour du groupe. Il faut savoir aussi que chez les dauphins, dans ces sociétés, il y a beaucoup d'apprentissages qui se font. Il y a deux façons d'apprendre. Vous pouvez apprendre en regardant un copain, en regardant vos parents faire les choses, mais vous pouvez aussi avoir de véritables profs. Et en fait, chez les dauphins, on va retrouver ça. Il y a des apprentissages par observation, donc juste en regardant ce que font les autres, mais il y a aussi des apprentissages qui se font avec un vrai enseignant. Et là, en l'occurrence, ce sont beaucoup les femelles qui ont ce rôle éducatif, et notamment les mères qui vont enseigner les règles de vie dans les sociétés de dauphins. Et donc, dans cette société de dauphins, il y a une communication qui va se faire au niveau des postures, mais aussi
par, les vocalisations. Je vous ai dit, les dauphins, ce sont, des spécialistes dans la production de sons. Donc, ils vont beaucoup vocaliser pour échanger entre eux et c'est là où j'ai une vidéo. C'est là. Vous entendez? C'est très ténu, hein. Bon, ben, très bien si vous avez entendu. Je vous ai dit, les dauphins sont capables de, grâce à leurs, 2 paires de lèvres phoniques, de faire, 2 types de vocalisation. Et là, pour ceux qui ont l'oreille fine, vous avez entendu des sifflements, oui, et des clics. Donc ça, c'est, 2 types de vocalisation qui sont, bien, fréquents chez les dauphins. Donc les clics d'écolocalisation, bon, là, pour le coup, on n'entend rien. Il vous faut imaginer ouais. Alors c'est comme si vous preniez un peigne et vous passez votre doigt sur les dents du peigne. Donc ça fait clic, 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 clic. Donc ça, ce sont les clics d'écolocalisation. Les signaux pulsés en rafale, c'est comme si vous passiez le doigt sur le peigne, mais beaucoup plus vite, ou même carrément tous les doigts d'une main sur le peigne. Ces signaux pulsés en rafale, ils vont produire une grande diversité de sons. Signaux pulsés en rafale, on va les retrouver beaucoup dans les interactions sociales. Quand les dauphins sont furieux ou quand ils sont contents, quand ils sont frustrés, ils vont signaler cette frustration, cette anxiété, cette colère grâce aux signaux pulsés en rafale. Et le dernier type de vocalisation, ce sont notamment ces sifflements. Les sifflements, ils ont la particularité d'être une façon d'identifier les dauphins. Les dauphins, il faut savoir qu'ils possèdent tous un nom particulier. Ils ont ce qu'on appelle une signature sifflée. Cette signature sifflée, c'est leur maman qui va leur donner. Donc, quand la femelle est gestante, elle va produire un sifflement, souvent longtemps. Qu'elle est en fin de gestation, elle le produit encore plus. Elle siffle, elle siffle, elle siffle. Toujours le même sifflement. Elle donne naissance à son bébé, toujours pareil, elle va siffler, toujours le même sifflement. Donc le bébé, le premier son qu'il entend souvent, c'est ce sifflement produit par la maman. Et il va commencer à imiter ce son-là. Et sa mère va encourager la production de ce sifflement. Et ça va devenir son nom. Donc le nom du bébé dauphin, il est donné par la mère, mais il est co-construit avec le bébé, parce qu'il a imité le son de la mère, mais il l'a pas très très bien reproduit. Il a commis des erreurs. Donc du coup, quand on entend des enregistrements de dauphins, on regarde la forme des sifflements et on peut savoir à quel clan familial le dauphin appartient. Moi, je m'appelle Fabienne Delfour. Delfour, je l'ai hérité de ma lignée. J'ai un frère qui s'appelle Laurent Delfour. Donc Delfour, c'est notre partie commune. Et ensuite, nos prénoms, ce sont nos identités particulières. En fait, chez les dauphins, on va trouver la même chose. Vous pouvez trouver le nom de famille et puis vous trouvez la particularité. Donc ces sifflements sont extrêmement importants pour nous, les cétologues, parce que ça va nous permettre d'identifier les individus, de les compter, parce que rien qu'en repérant sur une bande sonore combien on a de sifflements en signature, on est capable de dire, bah, dans cette famille, il y a 25 individus, dans cette famille, il y en a 12, et dans l'autre, il y en a 42. Donc ce sifflement, on va vraiment le rechercher quand on est cétologue. Et puis, ces, euh, ces, euh, ces sifflements ou ces productions sonores, ça va pas le faire, vont être associés aussi à des comportements interactifs assez violents. Donc là, vous avez une séquence d'agression entre dauphins. On n'a pas le son. Donc croyez-moi sur parole, il y a beaucoup de signaux pulsés. Et ils vont produire donc des postures particulières, ils vont se faire face, ils vont se rentrer dedans, mais aussi ils vont beaucoup vocaliser. On entend.
Donc les hunks là, en fait, ce sont ces signaux pulsés qui sont émis dans des situations où les dauphins sont très, très en colère. Donc quand vous entendez ça, en général, bah, vous tendez l'oreille et puis vous faites attention parce que vous savez que quelque part dans l'océan, il y a une grande bagarre, entre dauphins. Alors, le challenge pour les cétologues, je vous ai dit, le dauphin, il vocalise, c'est magnifique, il fait 3 types de vocalises, il peut en faire, 2 en même temps, mais le problème, c'est qu'il a la gueule fermée. Donc, comment on fait pour identifier un individu qui produit des, vocalises alors qu'il n'ouvre pas la gueule? Les scientifiques sont créatifs, donc ils ont, construit des dispositifs qui vont, poser sur les animaux. Donc, en haut à gauche, là, vous avez un enregistreur, un micro qui est couplé à une GoPro, et de l'autre, en bas à droite, c'est juste un enregistreur qui est, ventousé sur un dauphin. Et puis parfois aussi, ce qui va témoigner de la production de vocalisation, ce sont les petites bulles qui vont échapper, de la tête d'un dauphin. Ça, c'est une façon de procéder, mais ça demande une proximité avec les animaux. C'est-à-dire, bah, déjà, ça vous demande, de le poser, ce dispositif, et de pouvoir le récupérer. Donc on va plutôt travailler avec ça, avec ces dispositifs auprès d'animaux que les scientifiques connaissent ou suivent depuis des années et avec lesquels ils ont un contact particulier. Il y a une autre façon de procéder. On va poser au fond de la mer, au fond de l'océan, des enregistreurs qui vont pouvoir enregistrer pendant un certain temps toutes les vocalisations qu'on va pouvoir entendre dans cet environnement-là. Et comme je vous ai dit, les vocalisations, elles sont propres à un individu. On va pouvoir non seulement dire à quelle espèce ça appartient, mais aussi dénombrer le nombre de dauphins qui étaient de passage dans la région. Donc ça, on utilise aussi, on appelle ça l'acoustique passive. On va déposer des micros. Et puis, on s'est dit, ben, ça suffit pas. Ce qu'on aimerait, c'est un dispositif qui nous permette d'enregistrer la vidéo, les comportements, mais d'enregistrer le son des dauphins et peut-être a posteriori être capable de trouver quel est l'émetteur, des vocalisations. Donc il y a eu plusieurs tentatives et là vous avez à gauche la photo d'une de mes anciennes doctorantes et donc pour la première fois, on est capable, grâce à ce dispositif qu'on appelait stéthoscope, de trouver quel est le dauphin qui vocalise dans un groupe et pour cela, on utilise cette technique de triangulation. Donc on a 4 micros et en fonction de l'endroit dans ce dispositif, qui va enregistrer les vocalisations, donc 4 micros qui sont figurés par les boules là. Hop, je vais reprendre là et je vais m'arrêter. Donc les dauphins vocalisent et les vocalisations vont toucher les micros à des moments différents et par triangulation, on est capable de dire, ben, les sons, ils sont plutôt dans ce coin-là ou plutôt dans l'autre coin ou plutôt derrière. Donc ça nous permet de localiser spatialement l'origine du son. Et là où on s'est dit, bah, ça suffit pas, il nous faut aussi avoir une caméra vidéo qui soit capable de montrer quel est le dauphin qui vocalise. On a couplé à ce dispositif une caméra en 360 degrés. Donc on enregistre le son en 360 degrés et on a une caméra en 360 degrés. Donc en synchronisant les deux, en synchronisant le son et la vidéo, on est capable de dire, bah, le son, il vient de cette région-là et quand on regarde la vidéo, on s'aperçoit qu'il y a un dauphin particulier qui vocalise. Donc ça nous a permis de connaître, dans un groupe de dauphins, quel est le dauphin qui vocalise et quel type de message aussi il peut porter. Et on a fait une autre découverte, c'est que les dauphins, ils ont mis en place une stratégie qui est extrêmement efficace, qui est un camouflage, une sorte de camouflage acoustique. Quand ils sont 2 dauphins et qu'ils approchent un environnement qui leur est inconnu et dans lequel il y a un potentiel danger, c'est pas le premier dauphin qui va vocaliser, c'est celui qui est derrière. Donc celui qui est derrière envoie les vocalisations et l'autre, il navigue à vue, mais surtout,
il est totalement, on peut pas le repérer dans l'environnement. Donc ça, c'est une technique qu'on a révélée grâce à ce dispositif dont je vous ai parlé. Donc je vous ai dit aussi la particularité des dauphins, ils ont des noms. Comment on l'a su? Pendant très longtemps, on l'a supposé. Puis bon, après les chercheurs, américains ont fait cette découverte avec les mamans et puis du coup, moi je me suis dit: «Ben ça, c'est super intéressant. Est-ce que je peux récupérer les noms des dauphins dans les, parcs animaliers, dans les parcs zoologiques?» Et pour cela, j'ai travaillé avec, le delphinarium du parc A Astérix et dans ce groupe-là, les soigneurs animaliers, pour appeler les dauphins, faisaient un bruit spécifique et à chaque bruit était associé un animal en particulier. Je me suis dit: «OK, ils les appellent avec un bruit qui est arbitraire, mais peut-être que les dauphins vont donner leur nom». C'est comme si moi, on m'appelait «Eh machin et machin». À un moment donné, je dis: «Bah, je m'appelle pas machin, je m'appelle Fabienne». Et là, vous allez voir, on a trouvé, enfin non, on n'a pas trouvé, ce sont les dauphins qui nous ont donné leur nom. Dans ce que vous allez entendre, le premier bruit, c'est le bruit d'appel, et après, vous allez entendre le nom du dauphin. Il nous a dit comment lui il s'appelait. Donc, ça, c'est le bruit d'appel. Et ça, c'est son nom à elle. Et on a fait la même chose avec un autre dauphin. Je l'entends, mais très, très faible. Bon, on l'entend pas très bien, mais bon. Vous vous souvenez au début, je vous ai dit, en fonction de la forme du signal, on peut savoir à quel groupe familial ils appartiennent. En fait, à gauche, vous avez le nom de la maman et à droite, vous avez le nom de la fille. Et le signal, il est identique. Donc, c'est vraiment le même clan familial. Et là, c'était une manière toute simple, hein, de dire aux animaux, bah, si tu veux, tu peux me donner ton nom. Donc maintenant, enfin, une fois qu'on a fait cette découverte-là, les soigneurs animaliers n'utilisaient plus les bruits pour appeler les dauphins, mais ils appelaient le dauphin par le nom qu'il nous avait donné. Donc il y a des manips toutes simples à faire pour avoir des informations très importantes pour, euh, pour mieux connaître les animaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup de protection des animaux, de faire attention à ne pas les maltraiter. Et dans cette meilleure considération des animaux, on doit prendre en compte les émotions. Et les dauphins, ils ont une manière très particulière de montrer leurs émotions. Alors là, je vous ai mis deux clichés. Celui à gauche, d'après vous, est-ce qu'on a des dauphins qui sont plutôt heureux ou des dauphins qui sont plutôt en colère? Plutôt heureux. Plutôt en colère? En fait, vous avez raison. Tous. Ah, ils vont produire cette bulle en forme de roue de vélo ou en forme de donut. Alors, en parc zoologique, ils produisent cette bulle en forme de donut dans des excitations positives. En milieu naturel, ils produisent cette bulle en forme de donut, mais dans des situations négatives. Dans les deux cas, c'est une excitation, mais dans un environnement, c'est une excitation qui est positive, et dans l'autre, c'est une excitation qui est négative. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, ça permet de révéler des émotions, mais des émotions de nature totalement différente. La photo de droite, c'est un dauphin qui est heureux ou un dauphin qui est en colère? Heureux. En colère? Pour le coup, c'est en colère. Ouais. C'est comme si on a un animal qui montrait ses muscles. Donc, quand on a un dauphin qui adopte cette posture qu'on appelle en S, c'est un animal qui vous dit: je suis pas content. Et souvent, ce qui vient après je suis pas content, ce sont les coups ou les morsures. Donc, c'est un signal visuel, pour ceux qui le comprennent, qui signifie bah, là, je suis pas, enfin, c'est pas le moment. Donc, on va faire attention à ces signaux-là. Et puis, alors là, j'ai une autre vidéo.
Donc, il y a je vous disais, on peut transmettre des émotions par des postures, mais il y a aussi une transmission des émotions par des vocalisations. Et les dauphins, ils ont un cri de victoire quand ils réussissent à saisir un objet qu'ils convoitaient ou une proie qu'ils convoitaient. Quand ils parviennent à leur but, ils ont un peu un signal qui dirait yes, j'y suis arrivé. Et ce yes, c'est ça. Alors, suspense. Donc là, ils ont collé une caméra sur le dauphin et un micro. Ah ben, non, d'accord. Bon, pareil, on va essayer, mais si, c'est mieux. Donc c'est un bruit qui fait hi. Donc ce hi, c'est vraiment que si comme si le dauphin disait yes, j'y suis parvenu, c'est formidable. Dans le panel des émotions, il y a aussi le deuil. Pendant très longtemps, on ne s'est pas vraiment préoccupé de ce type de comportement chez les animaux parce que ça restait anecdotique. Sauf qu'aujourd'hui, on cumule beaucoup d'anecdotes de ce type-là. On s'aperçoit que quand les animaux ont perdu, quand ce sont des femelles qui ont perdu leur bébé ou quand ce sont des familles qui ont perdu un membre de leur famille, on retrouve des comportements apathiques. Il y a des animaux qui refusent de s'alimenter, qui n'interagissent plus avec leurs partenaires sociaux, donc qui expriment de la tristesse. Et on va retrouver ça chez pas mal d'espèces de dauphins. On a par exemple des femelles qui vont nager des jours durant avec la dépouille de leur bébé. Elles vont essayer de le ramener à la surface pour le faire respirer. Elles vont vraiment le pousser des jours durant. Donc, on a un riche panel d'émotions qui va aussi bien de la joie qu'à la profonde tristesse. Et ça, on a de plus en plus d'informations sur ces comportements d'émotions, ces sentiments chez les mammifères marins. Un autre comportement dont on parle chez pas mal d'animaux et notamment chez les dauphins, ils ont mis en place une pharmacie. Et ils vont avoir des comportements qu'on appelle d'automédication. Ils sont capables de se soigner. Il faut savoir que les dauphins ont pas mal de parasites. Donc là, vous avez des photos pas très ragoûtantes hein, de parasites au niveau de la peau des dauphins. Comment ils vont se débarrasser de ces parasites? C'est pas si facile que ça, parce qu'ils vont pas pouvoir se gratter comme nous le ferions. Donc, ils vont aller dans des endroits particuliers qui sont abrasives et ils vont pouvoir du coup ôter les peaux mortes et les parasites. Et dans ces stations de toilettage ou de nettoyage, on assiste à des phénomènes un peu comme si vous alliez au spa et que ce spa, c'était le seul en ville et il y a des files d'attente pas possibles. Donc les dauphins ou les baleines vont faire des files d'attente pour aller sur la surface qui leur permet de se frotter. Ils souffrent aussi pas mal de coups de soleil. Alors, on pourrait imaginer que ce sont des animaux qui sont à l'abri de tout ça. Non. Et pour se protéger éventuellement des coups de soleil, ils vont aussi parfois utiliser des bains de boue. Donc, ils vont se badigeonner de boue. Ça fait une barrière visuelle. Donc, du coup, tout ce qui est UV, ils en sont protégés. Pour enlever les peaux mortes, pour enlever les parasites, pour aussi, en termes de prévention, mais aussi de soins de maladies, heu, qui peuvent se trouver au niveau de leur derme, on voit des animaux qui vont, prendre des algues s particulières. Ils vont choisir un certain type d'algues et ils vont aller se frotter sur ces algues-là et notamment, ça a été mis en place, enfin ça a été observé, en Égypte, en mer Rouge. Et il y a des scientifiques qui ont observé des dauphins qui allaient toujours au même endroit pour se frotter sur soit des coraux, soit des éponges. Et ils se sont dit, c'est quand même bizarre que les dauphins aillent à cet endroit-là. Et ce qu'ils ont fait, ils ont prélevé les coraux, ils ont prélevé les éponges et ils ont analysé.
ces éponges et ces coraux. Et ils se sont aperçus que, ces supports-là avaient des propriétés antifongiques, antibactériennes, anticancéreuses. Donc, il y avait des animaux qui venaient en termes de prévention. Ils prenaient, des bains, de coraux pour se prémunir de certaines maladies, et puis il y en avait d'autres qui avaient des maladies de peau, et c'était un moyen aussi de soigner leurs maladies de peau. Et là, je vous ai dit aussi qu'il y avait pas mal d'apprentissage. Les mères apprennent à leurs petits à faire certains comportements, et les chercheurs ont observé des mères qui amenaient les petits dans ces stations, de soins. Elles leur apprenaient à se soigner, à se frotter de manière délicate, contre, les coraux ou contre les éponges. Ensuite, la question qui aussi me préoccupe: est-ce qu'un jour, on pourra communiquer avec les dauphins? Alors, il y a eu pas mal de tentatives, pas que sur les dauphins, hein. On a tenté, de communiquer avec, les grands singes. On a mis, par exemple, en place un système de symboles qui permettait aux chercheurs, aux primatologues d'échanger avec les grands singes, et aux grands singes aussi, d'échanger avec, les chercheurs. Il y a eu des expériences qui ont été faites avec des chiens. Donc, le premier essai, c'est en bas à gauche, donc c'était vraiment, low tech. On avait, des symboles, et le chien appuyait, sur, un symbole pour dire: «Bah, je veux de l'eau, je veux manger, je veux aller me promener». Et aujourd'hui, vous avez, alors là, ça fait le buzz sur internet, je pense que peut-être vous l'avez vu. Il y a ce type de buzzer. Donc, le chien, en appuyant sur le buzzer, il dit, «Je veux sortir, je veux manger, je veux me promener, je veux jouer». Il peut dire avec qui aussi. Donc ça marche vraiment beaucoup. Et du coup, on s'est dit: «Est-ce qu'on peut faire la même chose avec les dauphins?» Et donc, avec une collègue américaine, on a essayé de mettre en place une communication symbolique avec les dauphins. Pour cela, on a utilisé divers symboles, donc vous voyez là, et on les a associés à des objets. Donc, pour requérir, le foulard, soit le dauphin s'approche de ce croissant de lune, soit il va reproduire le son qu'on a associé à ce croissant de lune. Donc, pour dire: «Je veux le foulard», soit je pointe le croissant, soit je vocalise et j'émets, la vocalisation qui est associée à ce foulard. On est avec des animaux sauvages, hein, donc, on a reproduit l'expérience pendant, pas mal de temps. Et en fait, c'est une anecdote qui, nous a ouvert un champ d'investigation énorme. Un jour, on essaie de communiquer avec les dauphins, ça marche pas super bien, et puis on a une femelle qui part, et elle part avec un des foulards. Donc on s'est dit: «Bah, ça y est, le foulard est mort pour la science, on le reverra jamais». Et ma collègue Denise Herzing, avant de repartir sur le bateau, elle dit: «Bah, ça risque rien, on peut émettre dans l'eau la vocalisation qui est associée à foulard». Voilà, donc on produit le son, on produit le son. Et là, venu de nulle part, on a vu arriver la maman de notre voleuse avec le foulard, et elle est arrivée, elle nous a déposé le foulard et elle est partie. Donc on s'est dit: «Ouais, c'est arrivé qu'une fois, on peut rien en faire, c'est une anecdote». C'est une anecdote, certes, mais ça montre un possible. Et en fait, aujourd'hui, la science, elle est assez, conciliante à l'égard de ces anecdotes. Pendant très longtemps, on s'est dit: «Les anecdotes, on n'en a rien à faire, on ne peut pas les reproduire, donc on ne va pas les considérer». Aujourd'hui, on les prend en compte, et donc, voilà, c'est, le premier pas vers une communication entre des dauphins et des humains. Donc, la thématique, de ce festival, c'est l'océan. Il faut savoir aussi que l'océan, aujourd'hui, il vit à peu près, les mêmes challenges que le milieu terrestre. Il faut savoir que c'est un environnement qui est de plus en plus pollué. Il y a des pollutions chimiques, des pollutions, plastiques. C'était la conférence, juste d'avant. Il y a des pollutions sonores, donc il y a un bruit énorme dans l'océan. Il y a une raréfaction des ressources alimentaires. Donc on a des dauphins qui vont, bah, là où la nourriture se trouve, notamment dans les filets de pêche, hein, à leurs risques et périls. Il y a un réchauffement des températures qui pousse les dauphins à trouver d'autres endroits. Donc on a des migrations de population. Et puis, il faut savoir qu'effectivement, il y a de plus en plus, d'animaux qu'on retrouve échoués sur nos plages,
et quand on regarde leur contenu, stomacaux, on s'aperçoit qu'ils sont bourrés de plastique, de microplastiques. Donc c'est un véritable fléau qui touche réellement de très nombreuses espèces animales et aussi ses top prédateurs. Donc moi, la quête de ce livre, c'était essayer de se mettre dans la peau d'un dauphin et comprendre comment le dauphin comprenait le monde. Donc, vous avez eu un rapide aperçu. La première chose, c'est connaître, 5 minutes, connaître leur appareillage sensorimoteur. Donc, quel est leur appareillage sensoriel, comment ils perçoivent le monde. C'est se glisser non seulement dans la peau, mais aussi dans la tête. Et là, vous avez vu que les dauphins avaient des émotions, donc aussi dans leur cœur. Donc comprendre comment les animaux en général comprennent le monde, c'est oublier qu'on est des humains et essayer de vivre l'océan, mais comme un dauphin, pas comme un humain. Donc ça, c'est vraiment le gros challenge qui m'a tenu le long de ma carrière de ces 30 ans passés auprès des dauphins. Je vais finir ma carrière aussi là-dessus, je pense. Donc voilà, j'ai terminé pour ma présentation et je suis prête à répondre à vos questions. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Merci. J'avais 2 questions. La première concernait ce que vous avez évoqué sur le comportement des femelles et des mâles. Les femelles qui ont une certaine plasticité et les mâles qui restent en binôme. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez, sur toutes les espèces et dans toutes les communautés? Donc ça, c'est ma première question. La seconde, c'était oui, en termes de famille. Vous avez beaucoup parlé de famille. Je voulais savoir si, il y avait des individus qui quittaient les familles pour aller en constituer d'autres ou ce genre de choses ou s'il y avait des mélanges? Merci. Alors la première question, merci. La première question, c'était relative à cette organisation. Alors l'organisation fusion-fission, elle est propre à certaines espèces. Il y en a d'autres, qui sont des structures matriarcales, notamment. Donc ça va être la matriarche, la femelle la plus âgée, qui, va régir la société de dauphins. Donc, il faut aussi comprendre que parmi les 80 espèces de cétacés, il y en a beaucoup dont on n'a aucune idée de leur, organisation, sociale. Mais de manière générale, pour les petits dauphins, les petits delphinidés, on va plutôt trouver cette organisation de fusion-fission. Ensuite, au sein d'une famille, effectivement, à l'âge adulte, les jeunes mâles vont quitter la structure familiale. Et ils quittent cette structure familiale, notamment pour s'associer avec un autre partenaire masculin. Donc, ils vont former ces dyades, ils vont quitter le noyau familial. Les jeunes femelles, les adolescentes, en général, elles restent plutôt dans le giron familial. Donc, quand on regarde, la structuration, des sociétés, on a comme ça des regroupements d'individus femelles et souvent sont les affiliés ou les proches d'une même famille. Par contre, les mâles, sont plutôt, partis, donc c'est difficile de tracer l'arbre généalogique directement comme ça, juste en regardant la composition d'un groupe. Bonjour, merci d'abord pour la conférence. Juste une question par curiosité, quand vous avez fait des expériences en appelant ou en écoutant les prénoms ou les noms des animaux avec enfin en bassin, à quel point c'est reproductible et superposable à la réponse des dauphins? C'est-à-dire, si on prend le profil sonore et qu'on retente l'expérience moult fois, quel est le taux de reproductibilité? Très bonne question. Alors en fait, là, dans l'expérience, le son qu'on avait donné, c'était un son arbitraire. Ils pouvaient le reproduire, mais pas de manière, exacte. Donc il y avait, des incertitudes dans la reproduction ou, des certains biais. Par contre, le son qu'ils ont donné, leur nom, leur sifflement, ça, c'est eux qui le donnent, donc ils est fixe, c'est-à-dire ils vont le reproduire, il va être vraiment la forme, elle va être stable. C'est totalement ouais, oui. Moi, ma question, c'était, est-ce que vous avez une idée de pourquoi, hem,
quand ils sont dans l'océan, qui sont pas élevés par une réserve zoologique. Est-ce que vous savez pourquoi ces lacs sont en colère et quand ils sont élevés par des zoos, des trucs comme ça, ils, quand ils font l'espèce de donut, c'est pour dire que c'est joyeux. OK. C'était, sur la différence de la forme de la bulle, c'est ça? En milieu naturel, cette bulle en donut, effectivement, elle est associée à quelque chose d'agressif et de négatif et en parc zoologique, c'est plutôt quelque chose de positif. Pourquoi? En fait, ça, c'est, la grande question. Donc si tu veux venir, essayer d'y répondre, je te prends avec moi. Il hésite. Merci beaucoup en tout cas.